Mesdames et messieurs les élus, mes chers collègues, nous nous retrouvons ce soir sur un horaire quelque peu avancé pour vous proposer un nouvel état des lieux de la sécurité à Reims, faisant un bilan du contexte et de nos actions communes sur les 12 derniers mois écoulés. Au nom de notre ville, je veux à nouveau très sincèrement remercier et saluer Monsieur le Préfet, Monsieur le Sous-préfet, Monsieur le Procureur, ainsi que Monsieur le Directeur départemental de la sécurité publique de leur présence ce soir dans notre hémicycle et pour leurs interventions à venir. J'y associe évidemment notre directeur de la police municipale, Nicolas Roche, son adjoint Rémi Journeau et en leur nom, tous nos agents dont l'engagement quotidien rappelle la priorité que représente la sécurité dans notre action globale. Il s'agira à nouveau d'une présentation ouverte à l'échange, aux questions et aux débats auxquels sont invités à participer tous les élus qui siègent dans cette salle. Bien évidemment, nous ne sommes pas dans l'autosatisfaction et notre combat en faveur de la tranquillité de vie pour une ville plus agréable à vivre au quotidien doit être permanent. Un dernier classement nous classe 61e sur 119 au classement des villes les plus de 50 000 habitants, parmi les villes les plus sûres de France. Classement réalisé la semaine dernière par Le Parisien. Et là, pour en rappeler, même si aucun classement, bien évidemment, ne peut traduire fidèlement la réalité du terrain, par celles et ceux qui la vivent tous les jours. Nous avons encore tous en mémoire les émeutes du 30 juin dernier qui ont violemment frappé certains secteurs de notre ville. Des phénomènes violents qui rappellent la vigilance et la pression que nous devons maintenir tous ensemble pour que la peur ne soit plus ressentie par les victimes de ces comportements délictuels. Au travers de visites de terrain et de nombreux Rémois que je rencontre au quotidien, je sais à quel point leurs craintes sont légitimes. L'actualité très récente, violence aggravée avec armes au parc Saint-Jean-Perse, l'a encore mise en évidence dans l'un de nos quartiers. Elle nous oblige et nous incite toujours à plus maintenir la pression auprès de ceux qui pensent pouvoir jouer impunément avec les lois de la République. Soyez donc assurés, mesdames et messieurs, de notre volonté sans faille de faire toujours plus pour la sécurité de nos concitoyens en apportant les réponses adaptées aux problématiques remontées de tous les quartiers. Violence, vol, cambriolage, incivilité. Aucune infraction commise et signalée ne restera sans conséquence pour ceux qui pourrissent la vie des habitants. Vouloir vivre en sécurité et en sérénité, aussi bien dans l'espace public que privé, ne doit pas être un privilège, mais un droit garanti pour l'ensemble des Rémoises et des Rémois. Et je suis fier de nos équipes, du rôle que nous prenons dans la chaîne de sécurité sur le sol rémois. Je suis fier de la coopération efficace que nous déployons avec les services de police nationale, monsieur le directeur, et les juridictions judiciaires placées sous l'autorité de monsieur le procureur de la République. Quelques rappels des grandes actions de la ville. Plus de 130 policiers municipaux aujourd'hui, un effectif qui a plus que doublé depuis 2014. Multiplication des caméras de vidéosurveillance, passé de 37 à près de 300 en 10 ans. Même si pour certaines ou certains, la vidéoprotection ne sert pas à grand-chose, je crois que les présentations que nous allons avoir dans quelques instants vont prouver le contraire. 100% des policiers sont armés à Reims depuis 2018. Montée en puissance des actions dans le domaine de la tranquillité résidentielle. Convention pour le renforcement de la sécurité et de la tranquillité des résidents du parc des logements sociaux signée en juillet 2023. Une convention qui permet de faciliter les résiliations de bail lorsque les faits constatés sont de nature à nuire à la sécurité et à la tranquillité et sont commis par le locataire en titre ou ses occupants. Et d'autres mesures seront annoncées, notamment concernant la présence de personnes dégradant la qualité de vie, aussi bien des commerçants, des riverains et autres, place d'Erlon, parce qu'il y a une recrudescence d'incivilité et d'insécurité sur ce secteur. Voilà les quelques mots que je souhaitais partager avec vous. Et messieurs, je vous laisse la parole. Je pense qu'on va commencer par Nicolas Roche pour la police municipale ou monsieur le préfet, pardon. Alors, je pense que peut-être le DIPN. Bien sûr, oui, le DIPN, oui, ensuite. Puis,
Bonjour mesdames, messieurs. Donc, dans un premier temps, je vais vous faire un bilan statistique un peu aride de l'année 2023 pour la ville de Reims. Je vais parler d'abord des faits constatés 2023 à Reims. Donc, il y a eu 13 862 faits constatés, ce qui signifie en fait c'est 13 862 faits de délinquance donc, qui ont été produits à Reims, ce qui signifie une hausse de 10% par rapport à 2022. Les faits élucidés, donc c'est les faits qui ont trouvé un auteur identifié par un travail d'investigation des effectifs de police, sont en hausse de 5% par rapport à 2022, ce qui atteste de l'engagement des unités judiciaires à résoudre les affaires judiciaires dont ils sont saisis, en identifier les auteurs et conduire les procédures pour présenter ces mêmes auteurs en justice. Le nombre total des mises en cause est en hausse de plus de 3%. Les vols à main armée sont en hausse d'un fait, donc on est passé de 2 à 3. C'est un petit indicateur. Les vols violences sont en baisse de 0,40%. Les vols violences élucidés sont en hausse de plus de 40%. Ce type d'infraction très traumatisante a fait l'objet d'une attention des services de police et des services enquêteurs, donc ce qui effectivement a amené à cet excellent taux d'élucidation. Les cambriolages dans les résidences principales sont en hausse, passant de 308 à 250 faits, soit une hausse de 13%. Les vols à la tire, que l'on peut décrire comme des vols pour lesquels la victime ne se rend pas immédiatement compte du vol alors qu'elle est présente sur les lieux des faits. Bon, je vous prends un exemple, c'est un vol de portefeuille pour une personne âgée qui peut se retrouver, qui est sur un marché, qui se fait voler ses effets. Donc elles sont en baisse de 6%. Les dégradations sont en hausse de 11%. Les incendies volontaires sont en hausse de 51%, passant de 178 à 270 faits en comparatif 2022-2023. À noter que ces chiffres englobent les plaintes pour des faits commis lors des violences urbaines de fin juin et début juillet. Sans cet épisode douloureux, les chiffres auraient été fortement en baisse au niveau des violences urbaines. Les vols liés à l'automobile sont en hausse de 30%. Cette hausse est due à l'arrivée de nouveaux publics très orientés vers la délinquance de voie publique et également à la mise à disposition de nouveaux équipements pour les voleurs qui peuvent ouvrir et démarrer un véhicule sans effraction et dégradation comme pourrait le faire le légitime propriétaire. En clair, ils ont des valises techniques et des ordinateurs qui permettent d'ouvrir les véhicules à distance et d'ailleurs de les démarrer comme s'ils étaient le légitime propriétaire. Toutes ces infractions sont réunies sous l'agrégat des atteintes aux biens, donc les faits passant de 5 733 faits à 6 563. Les atteintes aux personnes donc, sont en hausse de 10%. Cela inclut toutes les atteintes aux personnes, que ce soit dans un environnement familial ou sur la voie publique. Pour être plus précis, les violences crapuleuses, donc soit c'est les violences acquisitives, c'est pour généralement voler quelque chose à quelqu'un, sont en baisse de 5%, les violences crapuleuses. Par contre, les violences non crapuleuses, qui englobent les violences gratuites, les menaces de violence, les violences au sein de la cellule familiale, sont en hausse de 10%. Les violences sexuelles sont en baisse de 10%, les menaces de violence sont en hausse de 22%. Les homicides ou tentatives d'homicide sont en hausse, les faits passant de 16 à 25. Une attention et un engagement renforcé a été conduit en 2023 pour l'accueil des victimes de violences conjugales avec un accueil rénové à Reims, en renforcement et une professionnalisation des équipes assistées d'une équipe psychosociale, notamment avec la mise en place d'une intervenante sociale du Mars. Cette intervenante sociale a conduit plus de 1200 entretiens sur une année, principalement au profit des victimes et plus particulièrement des victimes de violences conjugales ou au sein de la cellule familiale. Les faits de violences intrafamiliales sont en hausse de 2%. Par contre, les faits de violences conjugales sont au même niveau que l'an passé. Les infractions économiques et financières sont en hausse de 5%. Outre cette orientation voulue par le gouvernement de renforcer l'action des services de police sur la lutte contre les violences conjugales, l'accent a également été mis sur la lutte contre les stupéfiants. Ainsi, 72 procédures pour trafic de stupéfiants ont été conduites, ce qui constitue une hausse par rapport à 2022, 2022 qui était déjà en hausse par rapport à 2021 et 2021 qui était déjà en hausse par rapport à 2020. Donc si on cumule les hausses, ça fait des hausses très importantes. Et les procédures d'usage-revente sont en hausse de 23%. Les procédures d'usage de stupéfiants sont en hausse de plus de 21%, avec notamment la mise en place de l'amende forfaitaire délictuelle qui permet de dresser un procès-verbal en mobilité, le tout sous la direction de Monsieur le procureur de Reims. Enfin, de nombreuses opérations de voie publique visant à déstabiliser les points de deal ont été conduites en 2023, avec 126 opérations et qui ont conduit à 94 gardes à vue.
En 2023, 31 points de deal ont été démantelés. De nombreuses saisies ont été effectuées, plus de 64 kg de résine de cannabis, plus de 12 kg d'herbe de cannabis, plus de 2 kg de cocaïne et 1,67 kg d'héroïne ont été saisis à Reims. Et plus de 180 000 euros d'avoirs criminels ont été saisis. Enfin, pour les infractions de basse intensité qui reflètent les nuisances qui n'ont pas une qualification pénale élevée, mais qui alimentent le sentiment d'insécurité, le nombre de faits est en hausse. Ainsi, les infractions relevées pour les dépôts d'ordures illicites sont en hausse de 73%, les tapages et nuisances sonores sont en hausse de 84%. Enfin, un accent a été mis sur la lutte contre les rodéos urbains qui reçoivent généralement la qualification pénale de refus d'obtempérer, avec un nombre régulier d'opérations conduites dans les quartiers. Toutefois, je remarque, pour conclure sur cette passe statistique, qu'en données comparées 2023-2024, pour le début de l'année, pour les 2 premiers mois de cette année, on observe une baisse de la délinquance à Reims. Donc on est sur un flux différent par rapport à l'année dernière. Ce que j'appelle les indicateurs qualitatifs. Donc le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer a demandé à ce que les effectifs de police soient plus visibles sur la voie publique. Ainsi, les patrouilles pédestres sont en hausse de 18% à Reims. Les patrouilles dans les transports en commun sont en baisse, mais cette mission est désormais partagée avec la police municipale de Reims, avec laquelle la police nationale travaille de concert, en très bonne intelligence et avec efficacité en toute occasion, je le rappelle, comme l'année passée. Toutefois, l'indicateur de visibilité donc, sur la voie publique est en hausse par rapport à 2022, avec une hausse de plus de 13%. Pour l'activité de sécurité routière, donc de nombreux contrôles ont été effectués. 771 contrôles ont été menés à Reims en 2023, 108 contrôles d'alcoolémie, 2766 dépistages alcoolémie et 712 dépistages stupéfiants. Enfin, pour vous recenser un petit peu l'activité police-secours, donc à Reims, pour la ville de Reims, 66 000 appels PS17 ont été reçus. Pour la seule ville de Reims, plus de 52 000 ont été traités. Ceux qui ne l'ont pas été ayant pour cause l'abandon de l'appel par la personne appelante. Plus de 12 700 appels ont donné lieu à une intervention. La moyenne du délai d'intervention est un peu plus de 8 minutes, ce qui est remarquable, c'est-à-dire entre la saisie de notre SIC et l'envoi d'une patrouille et l'arrivée de la patrouille sur les lieux des faits. En moyenne, je vous parle. Voilà. Monsieur le préfet, donc j'en ai terminé pour les éléments statistiques. Monsieur le maire également. On va peut-être laisser la police municipale et puis ensuite. Monsieur le maire, vous nous aviez confié des objectifs stratégiques au niveau de la police municipale. Ces objectifs peuvent être déclinés en trois points. Le premier point, c'est d'avoir une police municipale au soutien de la population, dans une posture de proximité, d'accompagnement des victimes et de sanction des auteurs. Je rappelle des événements récents où la police municipale s'est portée auprès d'une famille et d'une dame qui était en train d'accoucher sur la voie publique. C'est tout à fait la posture que nous entendons mener dans le cadre de cette police municipale. Deuxième point de cette police municipale en action, c'est pour répondre aux enjeux de la problématique du quotidien, stationnement, préservation du cadre de vie, l'occupation apaisée des espaces publics. J'y reviendrai tout à l'heure. Une police également au cœur du dispositif de sécurité publique, en coordination avec la police nationale par une présence affirmée sur le terrain. Alors cette police municipale, elle fonctionne avec des moyens que nous avons calibrés tout au long des deux mandats. Une police municipale qui est passée de 2014 à 59 policiers municipaux à 2023 avec 131 policiers municipaux, 21 opérateurs de vidéoprotection. Un parc de caméras en constante évolution. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, 2014, 36 caméras. Aujourd'hui, nous exploitons 303 caméras de vidéoprotection à ce jour, avec un projet de développement permanent de ce dispositif. Si je prends les points marquants de cette année 2023, 2023 fut une année riche en événementiel, avec de nouvelles manifestations sur le territoire, le Reims Champagne Run, le concert de France 2, la fête de la musique. Donc on voit bien une augmentation permanente des manifestations que nous encadrons avec nos collègues de la police nationale. Évidemment, l'année 2023, c'est une année marquée par les émeutes en début de l'été, durant lesquelles nos équipages, tant de l'unité de tranquillité nocturne et du CSU, ont été engagés pendant 5 nuits consécutives sur le terrain et en coordination avec la police nationale.
Et puis, je l'ai dit, l'année 2023 est une année marquée par l'augmentation des caméras. Nous avons installé 40 caméras supplémentaires tout au long de l'année 2023. Si je reprends l'activité du centre de supervision urbain, une exploitation permanente H24 de ce dispositif, l'accueil, la régulation des requêtes des Rémois. Nous recevons par an 43 000 appels au centre de supervision urbain, appels qui sont traités par nos opérateurs et nos chefs de poste. L'activité du CSU, c'est également une croissance permanente des réquisitions sous l'autorité de Monsieur le procureur par les enquêteurs des bandes de vidéoprotection. Je rappelle qu'en 2021, nous avions reçu 1400 réquisitions de vidéoprotection. En 2023, nous avons traité près de 1800 avec une augmentation permanente de ces réquisitions judiciaires et évidemment des apports extrêmement importants dans le cadre des enquêtes. Et puis, s'agissant de l'activité du CSU également, un renforcement permanent de l'activité de la coordination opérationnelle avec le site de la police nationale par de nouveaux outils, des lignes directes entre nous pour beaucoup mieux fonctionner et être beaucoup plus réactifs. Alors, l'activité de la police municipale, elle est en cohérence avec les objectifs stratégiques que vous nous avez confiés. Je rappelle que cette police municipale est intervenue cette année au cours de 30 000, un peu moins de 30 000 interventions sur le domaine public, sur l'ensemble du spectre de nos missions. Je vais vous donner quelques éléments, quelques chiffres. Nous avons relevé 6600 infractions au code de la route au cours de cette année, réalisé 913 verbalisations et interventions dans le domaine de la propreté et de la tranquillité publique. Quand je dis propreté, ça va être par exemple des problèmes de dépôt sauvage d'ordures, ça va être des interventions pour tapage, donc un nombre extrêmement important. Nous aurons traité également 1000 interventions pour troubles de voisinage. C'est un fléau aujourd'hui sur lequel nous travaillons quotidiennement avec l'ensemble de nos équipes. Nous aurons, c'est moins drôle, nous aurons mis en fourrière à peu près 2000 véhicules au cours de cette année sur l'ensemble du domaine public. Je reviens également au domaine plus de la sécurité publique. Nous aurons mené 265 opérations dans les quartiers, opérations de visibilité et de contrôle, souvent en coordination avec nos collègues de la police nationale. Nous serons intervenus sur 150 interventions sur des RICS dans tous les secteurs de l'agglo. Nous aurons réalisé 283 interventions au profit du réseau de transport et mis à disposition d'auteurs de délits pour à peu près 800 personnes auront été transportées au commissariat et mis à disposition des officiers de police judiciaire. En matière de manifestations, je le rappelais tout à l'heure, nous avons encadré 110 manifestations au cours de cette année. Reims Champagne Run, les fêtes joanniques, 13 juillet, Foulée des Sacres, Village de Noël, Fête de la musique avec le concert de France 2. Nous aurons participé à 21 dispositifs de sécurisation des matchs de Ligue 1 qui concentrent un nombre important de fonctionnaires de police. Et puis assister à la régulation de manifestations sur le domaine public, une trentaine de manifestations cette année. Voilà, Monsieur le maire, pour cette activité riche en 2023 pour la police municipale, et je le rappelle, avec une coordination parfaite avec nos collègues du commissariat. Merci, Monsieur le directeur. Monsieur le préfet. Alors, merci, Monsieur le maire. Je salue évidemment toute l'Assemblée de la ville de Reims, Monsieur le procureur et Monsieur le chef de la police municipale de Reims et Monsieur le commissaire interdépartemental, directeur interdépartemental de la police nationale. Moi, ce que je veux simplement en quelques mots, d'abord, c'est revenir sur ce bilan statistique pour souligner l'engagement sans faille et les résultats de la police nationale, mais qui n'ont été possibles d'ailleurs que aussi par l'efficacité et la mobilisation de la police municipale
Et ça, je pense que c'est un des premiers éléments, évidemment, essentiels de ce bilan, puisqu'il y a eu une coopération très forte, avec des événements très marquants. Cela a été dit, vous l'avez rappelé, monsieur le maire, à la fin du printemps 2023, début de l'été, nous avons dû affronter des événements d'une grande intensité de violence avec ces émeutes qui ont marqué la fin du mois de juin. Et plusieurs bâtiments publics, différents bâtiments privés ont été endommagés. Aujourd'hui, ils ont été remis pour l'essentiel en état. Je pense notamment évidemment au bureau de police de Croix-Rouge, au bureau de police d'Europe, qui ont été aujourd'hui remis en place. Et là aussi, ça illustre bien la coopération qui a pu se faire entre la ville et les services de l'État. Sur ces violences, on a eu également un appui évidemment des forces de gendarmerie que je veux aussi saluer, dont la contribution a été là aussi essentielle pour faire masse et pour permettre d'arrêter ces violences. Il y a également eu un renfort important du niveau national avec des forces mobiles qui sont venues prêter main forte aux forces présentes sur le territoire de façon habituelle. Il y a même eu également la mise en œuvre de drones qui ont, pour la première fois, en matière d'ordre public sur Reims, dans le cadre légal qui avait été récemment aménagé, été utilisés pour permettre la bonne direction, la bonne détection des violences. À ce titre, cela a été aussi déjà évoqué, le maillage très dense de la vidéoprotection qui était installée dans la ville a été particulièrement efficace. Nous étions, monsieur le maire, au centre de supervision et puis au commissariat, et nous avons pu mesurer combien cette vidéoprotection était utile dans ces circonstances pour anticiper, détecter les mouvements d'adversaires qui étaient rapides, mobiles. Et sans cette vidéoprotection, eh bien, les violences auraient été certainement beaucoup plus intenses. Et en particulier, le deuxième jour, nous aurions eu beaucoup plus de mal à pouvoir stopper leur progression. Sur d'autres actions, je veux revenir évidemment sur l'ensemble des actions de prévention, puisque c'est évidemment une dimension extrêmement importante également. Bataillon avec les bataillons de la prévention, qui sont une action importante sur le quartier Croix-Rouge et qui permettent de déminer un certain nombre d'actions de délinquance. Je veux aussi revenir sur tout le travail qui est mené pour retisser les liens avec les éducateurs, les adultes relais, également les médiateurs, qui sont des actions évidemment importantes au quotidien pour, là aussi, déminer toutes les situations qui mènent à la violence. Il y a également les actions du conseil départemental avec les équipes de prévention et d'intervention dans les quartiers, les EPIC, qui sont un élément important. Autre élément qui fonctionne bien dans la ville, le CLJ, le Centre de loisirs jeunes de la sécurité publique, dont je veux aussi saluer l'action, qui accueille des jeunes des quartiers pour des actions éducatives, sportives, ludiques. Ce sont des jeunes de 10 à 17 ans qui, ainsi, ne tombent pas dans la délinquance parce qu'ils sont accompagnés et qu'ils peuvent découvrir d'autres phases, d'autres activités et en même temps entretenir un contact avec des fonctionnaires de la police qui sont particulièrement engagés et qui leur montrent tout le rôle de prévention de la maison de la police nationale. Je veux aussi évidemment souligner le rôle dans la lutte contre les trafics de stupéfiants. Vous l'avez développé, monsieur le commissaire général, avec des actions là aussi non seulement de répression pour démanteler les points de deal, avec aussi la verbalisation, avec les amendes forfaitaires délictuelles, mais aussi avec les actions d'association. Je pense par exemple à l'association Addiction France, avec des stages de sensibilisation au danger de l'usage de stupéfiants, soit sur des mineurs qui ont été interpellés, et là ensuite en lien évidemment
avec l'action de Monsieur le procureur, soit aussi à titre préventif en termes de description aux jeunes des méfaits des stupéfiants sur leur santé et sur leur comportement. Ce sont aussi des actions qui sont menées évidemment avec l'éducation nationale. Là aussi, je veux saluer l'engagement de l'éducation nationale au quotidien pour accompagner cette lutte contre la délinquance et faire que l'école reste un espace préservé, le plus préservé possible pour permettre l'éducation et pas la violence. Je veux aussi souligner le travail sur les violences intrafamiliales. Vous l'avez largement développé, Monsieur le Commissaire général, avec ce travail pour prévenir les violences et puis accueillir les victimes, qui est évidemment un point extrêmement important. Accueil non seulement au commissariat, mais aussi à l'hôpital, puisque les jeunes femmes qui viennent à l'hôpital et qui ont été victimes de violences sont immédiatement signalées aux services de police, signalées également aux magistrats pour être prises en charge et pouvoir assurer ensuite le travail de poursuite et de sanction qui sera évidemment essentiel pour prévenir la récidive et protéger ces victimes. Je veux brièvement évoquer la sécurité routière. La sécurité routière, l'année 2023 avait été une année exceptionnelle puisqu'il n'y avait pas eu de tués en zone police. L'année 2024 s'annonce sous des auspices moins favorables et donc il est évidemment essentiel de garder un œil très attentif. Je veux, mais j'aurai sans doute l'occasion d'en reparler à l'occasion des questions, évidemment souligner aussi l'attention portée à la sécurité sous l'angle de l'occupation illicite d'espace par les citoyens français itinérants qui, évidemment, nécessitent un certain nombre d'actions de police de façon à prévenir l'occupation de terrains privés en particulier. La présence aussi sur le parc Saint-Jean-Perse, là aussi je pense que ce sera sans doute l'occasion d'y revenir à l'occasion des questions, mais c'est évidemment un point essentiel. Ainsi, vous le voyez, l'année 2023 a été une année très dense. Je sais que 2024 est déjà une année, là aussi, particulière, marquée par de grands événements, avec les grands événements dont la ville de Reims est habituée, évidemment, mais aussi avec les festivités olympiques qui vont commencer avec le parcours de la flamme, puisque la ville de Reims sera évidemment un site d'accueil de la flamme olympique avec l'allumage du chaudron qui se passera au Boulingrin le 30 juin. La ville sera évidemment marquée par une présence accrue de touristes, puisque beaucoup de supporters viendront à Paris, mais voudront certainement découvrir un peu de la France et de sa province, et Reims étant à proximité très grande de Paris, il est évidemment très vraisemblable qu'une proportion importante de touristes viennent découvrir à la fois la cathédrale, le site de la ville, et puis les caves et le vin de Champagne. Également, une attention particulière sera mise sur tout ce qui est secteur du transport, de l'hôtellerie, de la restauration, pour protéger ces touristes et faire que leur séjour ne leur laisse que de beaux souvenirs. Nous allons donc poursuivre à ce titre un certain nombre d'actions qui ont déjà été initiées, par exemple les actions de contrôle sur les livraisons également de restauration qui font l'objet d'une attention particulière, puisqu'on sait que ce sont parfois des comportements qui peuvent avoir des risques en matière de sécurité routière notamment. Ainsi, nous allons poursuivre aussi cette sécurisation par des opérations place nette. On a eu l'occasion d'en parler tout à l'heure. Il y a eu une opération place nette qui a déjà eu lieu, qui a déjà permis un certain nombre de résultats. Et il y aura d'autres opérations à programmer. Il y en avait une la semaine dernière en zone gendarmerie. Il y en aura d'autres en zone gendarmerie, mais il y en aura également en zone police à mener, évidemment là aussi en parfaite concertation avec la police municipale. Et puis, brièvement, redire aussi tout le rôle dans l'action partenariale du travail avec les bailleurs sociaux.
Là aussi, les opérations Place Nette l'illustrent, mais c'est une action au quotidien. Je pense aussi à la convention qui avait été signée en juin l'année dernière, que nous avions co-signée, monsieur le maire, pour prévenir là aussi la délinquance et assurer la tranquillité des résidents, y compris dans l'ensemble de la ville, dans l'ensemble du périmètre de la ville, et notamment dans les quartiers de politique de la ville. Donc je m'y inscrirai évidemment et j'y serai encore attentif. Et si vous le permettez, monsieur le maire, je viendrai volontiers renouveler l'expérience que j'avais eue l'année dernière en assistant personnellement à une de ces réunions. Voilà en quelques mots ce que je voulais vous dire avant de passer la parole à monsieur le procureur, puisque c'est dans une logique évidemment de continuité. La sécurité, c'est un continuum, évidemment, de la partie police administrative vers la police judiciaire. Merci, monsieur le préfet. Monsieur le procureur de la République. Monsieur le préfet, monsieur le maire, mesdames et messieurs, effectivement, j'arrive en bout de chaîne, en quelque sorte, en tant que procureur de la République, au nom de la justice. Alors simplement, moi, je suis procureur de la République du tribunal judiciaire de Reims depuis le 2 octobre 2023. Donc, je n'ai pas vécu tous les événements de 2023, même si je les ai vécus dans d'autres départements. Le parquet de Reims que je dirige, c'est grosso modo entre 25 et 26 000 procédures reçues à l'année, traitées par 8 magistrats, outre moi, évidemment. Donc, vous imaginez, étant précisé qu'en 2019, en 2021, pardon, on traitait 4000 procédures de moins. Donc, il y a quand même eu une véritable augmentation du nombre de procédures. Pas forcément, d'ailleurs, en termes de faits de gravité, mais en termes de facilitation des plaintes. Je ne vais pas vous abreuver de chiffres. Simplement, nos réponses pénales, il y en a une qui est la réponse pénale la plus significative, entre parenthèses, entre guillemets, celle que tout le monde connaît à peu près, les comparutions immédiates qui entraînent généralement des incarcérations. Elles ont progressé de 30% sur un an, en passant de 135 à 176, qui est une bonne augmentation. Donc une tous les 2 jours, jours fériés compris, étant précisé qu'elles étaient 91 en 2019. Donc on a eu une augmentation de quasiment 100%. Ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que le parquet est plus sévère, que les magistrats du siège sont plus sévères? Non, je ne pense pas spécialement. Ça montre une augmentation de la gravité moyenne des faits que nous avons tous constaté, plus qu'en termes de nombre, mais en termes de gravité moyenne des faits qu'on constate dans tous les ressorts. J'en ai fait beaucoup et c'est une évolution malheureusement qui pour l'instant ne s'arrête pas. Donc voilà les 2 chiffres que je peux vous citer. Un procureur de la République décline les politiques pénales prioritaires définies par le ministre garde des Sceaux et donc déclinées par madame la procureure générale. Bon, ces politiques pénales prioritaires, je crois que monsieur le directeur, monsieur le DIPN l'a dit, on a les mêmes, et depuis quelques années d'ailleurs, à peu de choses près, on a les mêmes. Les violences intrafamiliales, évidemment, qui sont notre grande priorité, les trafics de stupéfiants et toute la délinquance qui va autour, les violences de façon générale, qui je trouve augmentent régulièrement dans des proportions un peu inquiétantes. Et ce sont donc ces axes de politique pénale prioritaire que nous développons au parquet, mais qui sont encore une fois celles également du ministère de l'Intérieur. Donc il n'y a pas vraiment de surprise ni de révolution. Mais l'augmentation du nombre de procédures, c'est aussi peut-être ça, cette augmentation des violences dont parlait monsieur le directeur et qui se ressentent aussi bien en zone police qu'en zone gendarmerie, puisque le parquet de Reims, grosso modo, sa compétence, c'est le Grand Reims, à peu de choses près, ou quasiment, voilà. Donc, mais essentiellement une grosse zone police, 90% de notre ressort, on est en zone police. Ce qui m'a frappé sur Reims, puisque je suis rémois, comme vous l'avez compris, de fraîche date, ville que je ne connaissais pas du tout avant de venir, c'est d'abord une étonnante balkanisation des quartiers, si je peux l'exprimer ainsi. Il y a une très forte conscience de quartier, indépendamment des trafics, indépendamment des relations en termes de stupéfiants, où on est de Croix-Rouge, on est de Croix-du-Sud, on est de Wilson, on est d'Orgeval, et si j'ose dire, il vaut mieux ne pas, quand on est d'Orgeval, aller se promener à Croix-Rouge parce qu'on risque des vrais problèmes. Et ça, c'est ce qui m'a frappé. On a eu quelques affaires assez impressionnantes, très graves, de violence,
avec séquestration dans une cave notamment. J'ai eu le plaisir de constater d'ailleurs que les mises en cause ont été condamnées à 18 mois d'emprisonnement en première instance, contrairement à nos réquisitions. Nous avons fait appel. Ils ont été condamnés à 3 ans d'emprisonnement ferme, avec tout de même des casiers judiciaires vierges pour une affaire de séquestration où un jeune de Wilson, je crois, avait été séquestré dans Croix-Rouge, ou l'inverse. Pardonnez-moi, je finis par m'y perdre un peu parce qu'on est dans les matchs retour en permanence. Ça, c'est quand même très particulier parce que souvent, ce type de conflits de territoire sont en lien avec les trafics de stupéfiants et pas en lien avec la territorialité propre dans les grandes villes. Vous n'avez pas à Lyon, Vénissieux contre Vaux-en-Velin, ça marche pas comme ça. À Marseille, vous n'avez pas la Savine contre la Cailleule. C'est pas non plus comme ça que ça se passe. Mais il paraît que c'est une tradition ancienne sur Reims, mais qui est quand même inquiétante parce que ce qu'on constate aussi, on a parlé de la délinquance des mineurs, qui paradoxalement reste assez étale. On a une délinquance qui, dans l'ensemble, sur Reims, est contenue, en tout cas par rapport à d'autres sorts que j'ai pu connaître, mais par contre qui est d'une gravité qui monte et qui est très inquiétante. On a eu des violences extrêmement graves filmées, commises par des mineurs totalement inconnus. On a eu des violences dans un établissement scolaire extrêmement graves, filmées également, parce que ça devient une grande tradition. Je crois qu'ils sont récompensés en nombre, selon le nombre de visions et de likes, donc ils font des espèces de concours sur ce type de vidéo happy slapping. C'est assez terrible quand vous avez des enfants et que vous voyez l'âge des gosses qui se livrent à ce genre d'exactions. Ça, c'est quand même un phénomène qui nous inquiète énormément. On a eu d'ailleurs une forte augmentation des écrous en matière de mineurs, des déferments de mineurs. Mais étant précisé encore une fois que la délinquance n'est pas extraordinaire ici, mais elle monte et avec des mineurs absolument pas connus, ce qui devrait quand même tous collectivement nous interroger. Je sais que c'est le cas. Je n'ai pas de solution, je ne suis que procureur de la République, mais je peux au moins le constater. Ce qui est intéressant, c'est ce que je retiendrai également, c'est la convention tranquillité publique qui a été signée par mon prédécesseur au mois de juillet 2023, juste avant son départ. Nous nous réunissons régulièrement. Nous avons mis à la disposition des élus et des bailleurs sociaux, parce qu'ils sont partie prenante fondamentale dans la lutte justement pour la tranquillité publique, une boîte aux lettres élus que j'ai fait passer, et on est désormais sollicité quasiment tous les jours par les bailleurs sociaux sur des situations. Dans le cadre de cette convention, nous pouvons fournir des documents, fournir des jugements, fournir des procès-verbaux, des mains courantes, qui permettent ensuite d'engager des procédures d'expulsion. Et ça, je crois que c'est vraiment très, très important. J'y participe donc systématiquement, et on répond systématiquement aux bailleurs sociaux dans des délais très brefs, généralement dans les 3 jours. Ils ont des réponses, et donc la commune peut derrière, les bailleurs sociaux, la commune peuvent engager des vraies mesures. Ce qui est frappant aussi, pour terminer, pareil, je pourrais vous dire qu'il y a des trafics de stupéfiants, on le sait, voilà, et c'est de pire en pire. Mais bon, malheureusement, on lutte de plus en plus. Il y a des phénomènes sociaux, des ressorts sociaux qui nous dépassent quand même un peu, surtout en tant que ministère public. Notre profession, comme le disait un illustre prédécesseur, c'est profession répression. Voilà, ça touche un peu à notre limite d'action. Ça n'empêche pas d'y réfléchir. Moi, ce que je constate aussi, et depuis des années, grosso modo, je dirais que depuis 2018, c'est l'enchaînement permanent de conflits sociaux d'ordre public qui ont nécessairement des conséquences en matière judiciaire. Alors, il y a eu l'année dernière les émeutes qui ont été terribles, qui ont été les plus intenses qu'on ait jamais connues en France, qui ont touché Reims, mais qui, ai-je compris, ont été vraiment... Alors, le centre-ville a vraiment été préservé, mais ça a été très difficile. Et là, on ne peut que saluer rétrospectivement pour moi l'action des forces de police nationale, de la police municipale, mais aussi de la gendarmerie qui, je crois, était venue en soutien. Mais on a quand même une augmentation permanente de ce type de conflits, de manifestations violentes. Alors en ce moment, c'est en lien avec la situation à Gaza. Devant l'hôtel de ville, il y a une manifestation en ce moment même, et je me rends compte, moi, parce que je signe de plus en plus et en toute urgence des réquisitions de contrôle d'identité pour des manifestations qui apparaissent quasiment spontanément,
Et ce qui fait que d'une heure à l'autre, je dois signer des réquisitions pour permettre des contrôles. C'est quand même une tendance lourde dans notre pays, pas forcément dans tous les pays, mais qui doit également nous inquiéter parce qu'elle a une vraie conséquence en termes d'action publique, puisqu'une manifestation violente, c'est des interpellations, c'est des déferments, c'est des comparutions immédiates, c'est un travail énorme pour les services enquêteurs, parce que ce sont des faits qui sont souvent très difficiles non pas à caractériser, mais les auteurs à identifier, qui sont multiples, cagoulés, etc. Et ça, c'est aussi un phénomène que je trouve très inquiétant. Depuis 2019, depuis les Gilets jaunes, ça n'a quasiment pas arrêté. Les retraites, les Gaza, etc., etc., ça n'arrête quasiment pas. Bon, voilà, ça a une influence sur notre travail. C'est pas simple. Je crois qu'on fait face. Pour conclure, je dirais, c'est ma 14e juridiction, donc j'ai vu du pays, en quelque sorte. Je dirais quand même que sur Reims, la délinquance est maîtrisée. Que ça ne veuille pas dire devant vous qu'il n'y a pas de délinquance, c'est pas vrai. Elle est quand même importante, mais elle est quand même maîtrisée. Je dis que ça, c'est plutôt un compliment, aussi bien pour la municipalité, aussi bien pour la police, aussi bien pour la police municipale, aussi bien pour la gendarmerie, et pourquoi pas que pour le parquet et la justice. Après tout, on y participe également. Donc, j'essaie de terminer toujours sur une note un petit peu optimiste, même si l'avenir, malheureusement, je ne le connais pas et je ne suis pas d'un optimisme extraordinaire. Voilà. Merci, monsieur le procureur. Merci, messieurs, pour ces présentations. Nous allons passer maintenant peut-être à des questions. Madame Liman. Vous me dites si ça grésille. Monsieur le maire, mesdames, messieurs les élus, monsieur le procureur de la République, monsieur le préfet, monsieur le commissaire interdépartemental, monsieur le directeur de la police municipale de Reims. Lors du dernier conseil municipal, j'ai émis une suggestion, laquelle on m'a mis au défi de refaire en votre présence. En effet, lors de ce conseil a été annoncée la démission de Madame Catherine Vautrin à son poste d'adjointe. Et plutôt que de le supprimer, j'ai émis la suggestion de réinstaurer un poste d'adjoint à la sécurité au regard de la situation sécuritaire à Reims. Citant pour partie ce qui a été cité, et je vous remercie par ailleurs de vos différentes présentations, donc notamment les risques parfois dans les transports en commun, les milices d'extrême droite se baladant sous l'œil des caméras tant vantées, ou encore la multiplication de certains délits. Donc, je réitère ma suggestion et vous demande ce que vous pensez, vous, de cette suggestion d'avoir un adjoint à la sécurité pour décharger monsieur le maire, devenu également président du Grand Reims. On voit le niveau de la question quand on a... Je n'ai pas fini, merci. Aussi, permettez-moi d'aborder deux situations qui m'interpellent dans un même quartier de la ville, à savoir Croix-Rouge. Ces situations perdurent depuis des mois, voire des années. Vous êtes garant de l'ordre public qui englobe les notions de sécurité, qui a été citée, de tranquillité, qui a été également citée, de salubrité, qui a également été citée, mais encore de dignité humaine, et je souhaiterais avoir votre point de vue sur les deux situations en question. La première situation est celle de personnes qui, par rotation, se trouvent depuis près de 10 ans désormais, par rotation, je le répète, au parc Saint-Jean-de-Perse, vous l'avez cité, dans des conditions humaines déplorables, portant atteinte aux diverses constituantes de l'ordre public. Ma question est simple, que peut-on faire collectivement pour que cesse cette situation et qu'une solution durable et humaine soit trouvée? Je salue en passant l'initiative du département quant à la mise en place d'un guichet unique pour retrouver de la dignité par le travail. La deuxième situation est celle de l'association Alliance, une association culturelle et cultuelle qui se situe rue des Savoyards. Depuis plusieurs mois, elle se trouve sans locaux en raison de pratiques que je considère pour ma part abusives
ayant conduit à ce que les habitants utilisateurs des locaux se retrouvent à prier dehors, sous des tonnelles, sur la place publique. Je trouve là aussi qu'il y a plusieurs atteintes à la fois à la sécurité, à la tranquillité et à la dignité humaine. Et vous pose donc la même question que pour la première situation. Que peut-on faire collectivement pour trouver une solution durable à cette situation? Je vous remercie. Monsieur le préfet ou monsieur le directeur, je pense que sur la première question, cela doit vous laisser bouche bée. Sur la question de Saint-Jean-de-Perse, il ne me semble pas que ce soit des personnes qui soient là depuis 10 ans sur le parc, mais ce serait intéressant, monsieur le préfet, que vous nous expliquiez toutes les mesures et actions qui sont menées conjointement par les services de l'État, également par la police municipale, sur ce sujet. Oui, monsieur le maire, je vous laisse sur le premier point. En effet, je laisse à la sagesse du maire et du conseil municipal le choix d'organiser son action. Évidemment, sur la question de Saint-Jean-de-Perse, c'est une question qui fait l'objet d'une attention soutenue. Depuis mon arrivée, je me suis rendu souvent sur le parc Saint-Jean-de-Perse. Ce que j'observe, c'est qu'il y a plusieurs catégories de personnes qui s'installent sur le parc. Et souvent sur des durées très courtes, puisque nous avons à cœur de venir régulièrement voir ces personnes et ensuite de trouver des solutions. Alors, d'abord, il y a des personnes qui viennent d'arriver sur le territoire, qui sont souvent à quelques jours de présenter leur demande pour avoir le statut, déposer leur demande d'asile, qui leur ouvre ensuite le droit à un hébergement. Donc ce sont des personnes qui, pendant les quelques jours, les premiers jours de leur arrivée sur le territoire de la ville, sont là. Je pense qu'il faut essayer qu'elles n'y soient pas, mais souvent elles y restent très peu de temps. Le deuxième cas, ce sont des personnes qui sont des déboutés du droit d'asile, donc pour lesquelles il y a eu plusieurs souvent décisions de justice qui ont refusé de leur reconnaître le droit d'asile. Donc pour ces personnes, nous leur proposons un hébergement dans le centre départ. Nous avons un centre qui est installé à Vitry-le-François, qui accompagne les personnes qui n'ont pas vocation à rester sur le territoire national à pouvoir repartir dans leur pays d'origine. Donc évidemment, un certain nombre refusent cet hébergement, se mettent de fait eux-mêmes dans cette situation. Quand il y a des personnes qui sont extrêmement fragiles, soit pour des raisons médicales, soit parce qu'il y a des très jeunes enfants, soit encore parce que les conditions météorologiques sont très défavorables. Je pense par exemple à des situations de grand froid ou à des situations de tempête ou de très forts phénomènes météorologiques. Eh bien, évidemment, il y a une mesure d'humanité, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on cherche des solutions temporaires pour les prendre en charge. Mais c'est vraiment l'approche qui est faite avec des passages réguliers. Encore, aujourd'hui, j'ai reçu le dernier relevé de présence avec une analyse de la situation. Je salue d'ailleurs le travail aussi de la police municipale, aux côtés du SIAO, aux côtés des services de la préfecture, qui assure ce suivi avec humanité, mais évidemment avec le droit qui existe et avec les limites que j'évoquais à l'instant. Sur l'autre sujet, le sujet de la mosquée Alliance, c'est d'abord un sujet entre un bailleur et un locataire d'un local. Il faut bien remettre cette question dans ces termes, puisque nous avions une personne qui se retrouvait être le locataire du bailleur social pour un lieu qui était devenu, au fur et à mesure du temps, un lieu de prière, et que dans le cadre de l'action du propriétaire bailleur, le bailleur a repris ce bien, et à la suite de la remise des clés, d'ailleurs, par la personne qui était titulaire du bail. Donc c'est vraiment d'abord une relation entre un bailleur et un locataire.
Ensuite, la question vous connaissez évidemment les règles qui régissent les relations entre les religions et l'État. Et évidemment, il n'appartient pas à l'État de construire ou de financer un lieu de prière. Si après, il y a des solutions qui peuvent se dessiner pour trouver un lieu de prière, eh bien évidemment, il appartient aux personnes qui suivent ce groupe spirituel, eh bien de contribuer au financement de ce lieu. Donc voilà les éléments que je voulais vous apporter, en sachant qu'évidemment j'ai une attention, comme j'ai une attention sur tous les Rémois, sur toutes les activités sociales des Rémois. Mais ce sont les éléments que je peux vous apporter. Merci, Monsieur le Préfet. Monsieur Quesnard. Oui, Monsieur le maire, Monsieur le préfet, Monsieur le procureur, Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique, Monsieur le directeur de la police municipale. Tout d'abord, merci, Monsieur le maire, de nous permettre d'avoir cette rencontre et cet échange. C'est toujours important de montrer que la question de la sécurité, c'est l'affaire de tous et c'est l'affaire de l'ensemble des acteurs qui sont ici présents. J'aurais, pour ma part, 3 points, un constat, une suggestion et une interrogation. Un constat, c'est qu'on a entendu les chiffres qui ont été présentés par Monsieur le directeur de la sécurité publique et je me suis procuré les chiffres du service statistique ministériel de la sécurité intérieure qui donne les chiffres sur les dernières années. Ce n'est pas cette évolution juste sur cette année qui est préoccupante, c'est bien l'évolution en tendance. C'est-à-dire que quand on regarde les chiffres sur l'ensemble des indicateurs, on a des progressions qui sont, pour certains, particulièrement vertigineux. J'en donne quelques exemples. Coups et blessures volontaires en 3 ans, plus 108%. Coups et blessures volontaires intrafamiliaux, vous l'avez évoqué, plus 120%. Trafic de stupéfiants, plus 90%. Voilà quelques exemples. Vol avec armes, plus 125%. Vol dans les véhicules, plus 114%. Ce n'est pas juste une évolution sur une année. On est sur une évolution, une tendance lourde d'augmentation des faits de délinquance sur notre territoire. La deuxième observation est plus une suggestion. On ne voit pas apparaître, mais peut-être que vous avez plus particulièrement les chiffres. On entend ici ou là qu'un certain nombre de nos concitoyens s'interrogent aussi s'agissant du transport et s'agissant du transport public. Est-ce que vous avez des chiffres en matière de délinquance, en tout cas une extraction des chiffres de délinquance dans les transports publics, de manière à pouvoir aussi nous éclairer par rapport à ça. En tout cas, si ça n'existe pas, ça pourrait être intéressant que ce chiffre soit travaillé, parce qu'on a le sentiment qu'il y a quand même un frémissement dans ce domaine. Et le troisième élément que je souhaitais évoquer, qui est plus une interrogation, vous avez évoqué, Monsieur le procureur, un certain nombre d'éléments s'agissant notamment du trafic de stupéfiants, du rajeunissement des actes de délinquance. Il y a un certain nombre d'élus aujourd'hui qui engagent une réflexion, en tout cas qui proposent une réflexion sur la question d'ouvrir en tout cas le débat sur la question de la légalisation du cannabis. Et Monsieur le maire lui-même a proposé qu'on soit moins dans une approche punitive, mais davantage, puisque c'est une approche, je dirais, considérée comme aujourd'hui la plus répressive, qui ne donne pas, à vous entendre, les résultats escomptés. Quel est votre point de vue sur cette question de la légalisation du cannabis? Vous voulez sur les tendances? Oui. Ok. Vas-y. Oui, oui. Oui, bonjour monsieur. Moi, je vous répondrai que sur ma partie, un peu la partie statistique. Pour être clair, là, j'ai pas fait d'extraction sur les transports en commun plus particulière. En tout état de cause, moi, j'ai pas le sentiment, en fait, qu'il y a vraiment une aggravation sur les transports en commun. Parce que, bon, on a quand même, entre nous et la police municipale, la police nationale et la police municipale, on augmente nos taux de présence et globalement, quand il y a des agressions, que ce soit des agressions de chauffeurs ou des agressions dans les transports en commun,
généralement, on arrive à identifier les auteurs parce qu'il y a aussi des moyens de vidéosurveillance à l'intérieur des rames de tram ou à l'intérieur des bus. On a des bons taux d'élucidation sur ce type de fait. Donc, c'est pas. Par contre, je conçois que ce type de fait, quand il se passe, il est marquant. Généralement, il est relayé par la presse locale. Donc, ça lui donne une grandeur particulière. Mais je n'ai pas le sentiment que ce soit un indicateur qui soit vraiment à la hausse avec des infractions graves, notamment des violences des personnes au sein du transport public à Reims. Monsieur le maire, oui, vous permettez peut-être juste de revenir sur la question des stupéfiants. Alors d'abord, je ne suis pas médecin, mais il y a quand même un certain nombre d'éléments sur la consommation de stupéfiants qui montrent les méfaits de leur consommation. Et le deuxième point, c'est que, surtout, moi, d'un point de vue évidemment police administrative, c'est l'enjeu en termes d'entretien d'un climat d'insécurité et de criminalité. C'est-à-dire que les personnes qui trafiquent sur les stupéfiants sont ensuite ceux qui vont créer toute une chaîne d'insécurité. Et on sait malheureusement que même si on légalise un produit, ensuite, eh bien, il se reporte sur d'autres produits et qu'il y a de toute façon un côté extrêmement criminogène dans ce milieu de trafic de stupéfiants, et ça engendre vraiment une insécurité. Et on le mesure malheureusement chaque jour, hein. En allant dans les quartiers, on voit bien que ce sont les gens qui veillent sur le trafic de stupéfiants qui contribuent très largement à entretenir cette insécurité. Mais monsieur le procureur va peut-être ajouter quelque chose. Sur la question des stupéfiants, simplement 2 observations. La première, c'est qu'on constate, nous, une explosion littéralement des déclenchements de schizophrénie chez les jeunes adultes, qu'on voit passer qui nous arrivent en comparution immédiate généralement, et qui sont dus à une consommation massive de stupéfiants, de cannabis très précisément, depuis leur plus jeune âge. Et pour les personnes à risque, qui ont des fragilités de ce point de vue-là, génétiques généralement, c'est la schizophrénie quasiment garantie à 18-19 ans, avec tous les inconvénients que cela peut supposer. Le cannabis d'aujourd'hui, ce n'est pas l'herbe de nos grands-parents, pas du tout. Le THC n'a plus rien à voir. Voilà, c'est simplement une remarque sur le sujet. Deuxième remarque, toute bête, hein, et je n'irai pas plus loin. Regardons comment ça se passe dans les pays qui, eux, ont légalisé massivement. Je jetterai juste dans le débat. Regardez comment se passe la situation en Hollande actuellement. Voilà, pas d'autres réflexions. Ce que je vous propose, c'est qu'on prend plusieurs questions, d'accord, Monsieur Philippot. Monsieur le préfet, monsieur le procureur, monsieur le maire, monsieur le directeur de la police nationale et monsieur le directeur de la police nationale, de la police municipale, tout d'abord merci pour ces interventions. Je n'ai pas directement préparé l'exposé parce que je pense qu'il y a un temps pour les chiffres à étudier, les chiffres locaux, et un temps pour réagir de façon très pragmatique. Alors je voudrais simplement, dans le cadre du constat, confirmer que ce qui a été dit sur la balkanisation est une réalité qui pose problème et qu'il faut sûrement essayer de résoudre. Je voudrais aussi souligner ici tout l'intérêt qu'il y a actuellement dans la coopération entre la police nationale et la police municipale. C'est dans cette coopération qu'on peut arriver à essayer de faire un maximum de choses face à la délinquance. Ces 2 constats faits, je voudrais simplement faire quelques remarques complémentaires. Alors tout d'abord, la première remarque complémentaire serait en fait de la nécessité d'interprétation rapide des images. Je crois que les caméras, c'est bien, mais si on n'a pas la capacité très rapidement de voir qu'un délit se passe, ça ne sert pas à grand-chose, si ce n'est à chercher en fait l'auteur du délit. Donc je crois qu'il faut essayer de faire un effort particulier en la matière. Par ailleurs, je tiens ici à souligner toute la désespérance de certains Français, de certains citoyens, notamment dans les quartiers de priorité, de la priorité de la politique de la ville. Je pense par exemple autour de la place Mozart, des personnes qui voient directement le trafic de drogue entrer directement en fait dans les cages d'escalier et qui ne savent plus comment faire et qui ne savent plus comment s'en sortir. Je crois que cette désespérance, on a des chiffres, il faut la prendre en compte.
Je voudrais aussi peut-être faire une parenthèse, puisque vous avez aussi également abordé le problème des voies routières. Je crois que la sécurité, ce n'est pas uniquement un problème de sécurité publique. La sécurité, c'est aussi un problème de sécurité routière et en particulier de respect du piéton. Alors, monsieur le maire, vous avez souvent parlé d'arriver à une ville apaisée. Je crois que la ville apaisée est une nécessité. Cependant, au-delà de la ville apaisée, ce n'est pas la voiture en tant que telle qui pose problème. Certains excès, en particulier des excès de vitesse, des excès de personnes qui ne respectent pas les passages pour piétons, qu'il faudrait peut-être essayer d'analyser et auxquels il faudrait faire une chasse. Peut-être, comme je l'avais déjà proposé, par la police municipale, si la police nationale n'en a pas assez les moyens. Je tiens aussi peut-être aussi à faire une simple parenthèse. Tous les éléments qui ont été présentés ici sont intéressants et il faut en prendre compte, on va les étudier. Mais je crains en fait que ces éléments ne sont, pour une part, dépendent de la politique nationale qui malheureusement dépasse totalement les capacités locales et qu'il y a lieu de se poser la question sur ce qu'il faut faire face à la situation actuelle qui est quand même directement liée à une politique nationale que vous soutenez, monsieur le maire, en soutenant monsieur Patron. Merci. Monsieur Mazingue. Merci, monsieur le maire. Monsieur le maire, monsieur le préfet, monsieur le procureur, monsieur le directeur de la sécurité publique, monsieur le directeur de la police municipale. Tout d'abord, merci de votre présence et de nous consacrer du temps ce soir pour répondre à nos questions. Les émeutes et événements violents de l'été dernier ont beaucoup affecté les Français, comme on l'a déjà souligné tout à l'heure. Je voudrais, pour ma part et au nom de tous mes collègues, souligner ce soir le sens du devoir remarquable et le rôle essentiel de nos forces de sécurité publique, en préambule. Il faut aussi souligner l'effort de l'État pour répondre à cette situation et poursuivre les responsables de ces troubles. Pourriez-vous justement, afin d'informer les Rémois, même si vous y avez déjà un peu en partie répondu, dresser un bilan de ces actions matérielles, mais surtout humaines, avec peut-être le nombre d'interpellations et de condamnations, et également nous dire, ça c'est peut-être un peu plus compliqué, mais comment d'un point de vue sécuritaire, j'insiste bien sur le sécuritaire, prévenir ce type de violence à l'avenir. Merci à vous. Monsieur Velli, ensuite Monsieur Le Demey, Monsieur Vattier. Et après, Monsieur le préfet, monsieur le procureur, monsieur le commissaire général, monsieur le directeur, ma question concerne l'accueil des gens du voyage. Cette question, beaucoup de Rémois aimeraient vous la poser. C'est pour ça que je vais essayer de m'appliquer dans la formulation, mais déjà indiquer et m'associer au remerciement qu'a formulé notre collègue Emmanuel Mazingue concernant les agents mobilisés au quotidien pour notre sécurité. Concernant ce sujet, je voudrais dire mon attachement également au respect des principes républicains. Liberté, notre devise, liberté, égalité, fraternité. Autant fraternité qu'égalité et liberté. Quand je dis liberté, je m'appuie sur l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Je cite, « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ». Tous les jours, nous constatons des gens du voyage non sédentaires. Ce sont 200 000 personnes, manifestement, selon le défenseur des droits de l'homme, et évidemment, nous sommes aussi confrontés, qui occupent des terrains illégalement. Nous recevons des dizaines d'habitants, beaucoup de chefs d'entreprise qui se plaignent de déchets laissés, des feux, des branchements illégaux, parfois de la violence verbale, des dégradations, aux yeux et à la vue de tous. Comment puis-je expliquer à mes enfants, comment puis-je expliquer à mes voisins, à nos concitoyens que notre état de droit n'est pas manifestement le même pour tous ? Monsieur le préfet, si je venais devant chez vous avec une caravane pour me brancher à vos réseaux électriques et à l'eau potable, il n'est pas exclu que je finisse que je passe ma première nuit en garde à vue ou du moins que j'ai des problèmes avec l'autorité judiciaire. C'est bien une question d'état de droit. Donc comment leur expliquer également que nous ne pouvons pas agir facilement ? Merci de m'avoir écouté. Merci. Monsieur Le Demey. Monsieur le préfet, monsieur le procureur, monsieur le maire, messieurs les directeurs, une intervention assez brève sur 2 points. J'ai toujours un problème avec mon micro. Le premier point concerne la situation des migrants sur le camp Saint-Jean-de-Perse. Juste pour vous signaler ou resignaler qu'il y a sur la place de Reims un certain nombre d'associations, de corps intermédiaires qui ne sont pas tous des révolutionnaires et qui sont engagés au quotidien
auprès des migrants en situation régulière ou irrégulière et qui mériterait une attention peut-être un peu plus soutenue et puis peut-être une reconnaissance sous forme d'une coordination. Enfin, j'étais à l'Assemblée générale d'une de ces associations vendredi dernier. C'est 80 personnes présentes et qui, au quotidien, se mobilisent sans beaucoup de moyens pour nourrir les personnes, pour leur fournir des couvertures et pour acheter les tentes quand les tentes sont enlevées du camp, etc. Et j'insiste, ce n'est pas tous des révolutionnaires et ils travaillent surtout sur le respect de la dignité des personnes. Le deuxième point, c'est j'ai entendu l'ensemble des chiffres qui nous sont donnés et je vous remercie de vos interventions. Mais j'ai un peu, je me disais en moi-même, et je vous le dis donc à vous-même, depuis un certain nombre d'années, on a multiplié les moyens de surveillance par le nombre de caméras, avec un système qui semble efficace derrière les écrans. On a augmenté le nombre d'agents affectés aux forces de l'ordre, que ce soit l'État ou la ville. Et malgré tout, on a une augmentation constante des faits qui sont constatés, des citations directes. Donc on a un mot comme un sang. Est-ce que la situation est désespérante? Est-ce qu'elle est désespérante? Est-ce qu'elle est désespérée? Ou est-ce que vous avez ce soir un ou deux messages d'espoir à nous délivrer pour peut-être penser que l'avenir sera meilleur que ce que l'on constate aujourd'hui? Je vous en remercie. Madame Rommel. Monsieur le maire, monsieur le préfet, monsieur le procureur, monsieur les directeurs, nous sommes souvent interpellés par les commerçants de la place d'Erlon concernant une situation de la mendicité. Dans le centre, pour rappel, nous avons pris un arrêté pour interdire les rassemblements des gens qui sont souvent ivres, qui mendient et accompagnés de chiens agressifs. Les commerçants sont réellement excédés. Ils constatent impuissants des vols. Il y a une problématique pour le chaland d'accéder à leur commerce. Forcément, il y a une baisse d'activité. Notre arrêté municipal a été attaqué par une association d'extrême gauche. Nous allons en reprendre un, mais pourquoi est-ce si difficile? Merci. Et la dernière question, monsieur Vattier. Monsieur le maire, monsieur le préfet, monsieur le procureur de la République, monsieur le directeur de la sécurité départementale, monsieur le directeur de la police municipale. Ma question, mon observation concerne les points de deal et les expulsions locatives. Aujourd'hui, plusieurs micro-territoires de nos quartiers sont envahis, squattés par des dealers, rendant la vie des habitants impossible, générant une anxiété permanente. Nous devons assurer aux locataires et aux habitants des quartiers la sécurité et la jouissance paisible de leur logement, de leur environnement de vie. J'aurais deux questions à vous poser. Comment pourrions-nous accélérer les expulsions des trafiquants dès lors qu'ils sont condamnés pour trafic ou pour violence? Les procédures qui sont en cours semblent assez longues. Comment peut-on les réduire? Mon premier niveau de question. La deuxième question, c'est que pensez-vous des initiatives prises dans les villes de Nice et de Compiègne qui visent à donner un malus aux locataires ayant un comportement nuisible pour la communauté et pour le bien vivre ensemble? Merci, monsieur. Dernière question, monsieur Tchanga. Et après, je laisserai... Monsieur le maire, monsieur le procureur, monsieur le préfet, monsieur les directeurs, il y a quelque temps, j'ai été approché lors de mon conseil de territoire Croix-Rouge Hauts-de-Murini par des corps enseignants qui s'inquiétaient et qui ne se sentaient plus en sécurité pour exercer leur métier. Et j'ai aussi été approché par des habitants qui réclament un peu plus de présence de police de proximité. Pouvez-vous leur apporter des réponses? Merci. Merci pour toutes ces questions. Alors, je ne sais pas, monsieur le préfet... Des réponses globales, hein, bien évidemment. Des réponses un peu globales, et puis peut-être je laisserai évidemment monsieur le procureur compléter. Et puis il y a peut-être monsieur Roche aussi. Oui, oui. Alors, évidemment, merci pour ces différentes questions qui permettent d'aborder très largement et de compléter le propos.
évidemment, sur les caméras, je crois que M. Philippot s'est inquiété sur les caméras, je peux le rassurer, elles sont exploitées, elles sont suivies, et c'est ce qui fait d'ailleurs que la situation est celle qu'on a décrite en termes d'ordre public, c'est-à-dire qu'évidemment, on pourrait être encore mieux, mais on est dans une situation où on arrive à maîtriser, comme le soulignait M. le procureur, la délinquance grâce à cet outil, et parce qu'il y a aussi des fonctionnaires de police municipale, des fonctionnaires de police au commissariat qui sont à regarder aussi les images. Alors, pas tous les écrans, pas tout en même temps, mais très largement. Et ça, c'est un suivi qui est évidemment important. Sur le bilan de la... comment prévenir le vandalisme et comment prévenir le retour de ce qui a été décrit dans les violences. Évidemment, c'est un point extrêmement préoccupant. Il y a une action pour justement pouvoir réagir très rapidement. On le voit, c'est comme ça qu'on a pu stopper les événements qu'on a observés au mois de juin. C'est en déployant des moyens, en faisant travailler police et gendarmerie ensemble. J'ai évoqué aussi évidemment les moyens techniques, hein, non seulement les caméras, on en a déjà parlé, mais aussi les drones, je l'ai souligné tout à l'heure. Ce sont ces moyens qui permettent des réponses rapides, proportionnées à des actes de délinquance de forte intensité. Sur l'accueil des gens du voyage, évidemment, en quelques mots, c'est un sujet complexe. Vous avez souligné la devise de notre pays, à laquelle on est tous attachés, qui nécessite à la fois une approche fraternelle, mais aussi d'égalité de traitement. Et sur ce point, on a évidemment une attention pour d'abord délivrer les commandements de quitter les lieux qui sont pris régulièrement par monsieur le sous-préfet. Ensuite, avec le concours de la force publique, il y a encore la semaine dernière, il y a eu encore des opérations importantes pour libérer un certain nombre d'emprises qui avaient été occupées de façon illégale. Je veux souligner d'ailleurs à ce sujet qu'on encourage aussi les propriétaires de ces emprises à les sécuriser. Il y a un certain nombre d'aménagements qui permettent que ça ne se reproduise pas. C'est pas nécessairement une fatalité. Il y a le référent sûreté de la DIPN qui est là et qui peut apporter des conseils simples pour permettre de sécuriser des lieux, des parkings par exemple, et éviter que ça se reproduise régulièrement avec ce côté un peu désespérant. On voit le même parking réoccupé quelques semaines après avoir été évacué. Évidemment, il y a aussi un travail de fond, je l'évoquais tout à l'heure dans mon propos, à travers la lutte contre la délinquance. Il y a l'aspect, évidemment, intervention au moment réactif, mais il y a aussi la prévention. Et dans cette prévention, je veux évidemment penser aussi au schéma des aires d'accueil des gens du voyage. Alors, le schéma d'aire d'accueil prend fin, avait une validité jusqu'en 2025. Donc, vous voyez qu'ici la fin 2025, il faudra avoir renouvelé ce schéma. Et avec monsieur le président du conseil départemental, on est en train de lancer un travail pour renouveler ce schéma, et un recrutement est en cours pour avoir également à l'échelle départementale un médiateur qui pourra intervenir dans un certain nombre de cas. Vous voyez, il y a là aussi des actions qui sont menées, mais ça ne pourrait être mené qu'évidemment aussi en lien avec l'ensemble des élus de la communauté urbaine du Grand Reims pour trouver des emplacements qui permettent certains accueils. Et là, il y a un effort collectif, évidemment, à mener. Sur la question de Saint-Jean-de-Perse, on l'a déjà évoqué largement. Je ne sous-estime pas l'importance du travail des associations qui sont dans leur rôle d'accueil, mais là aussi, je veux revenir sur le besoin d'agir dans la légalité. Or, s'installer sur un parc public n'est pas une solution qui relève de la légalité. Donc,
je suis tout à fait admiratif et en appui de l'action des associations. En revanche, quand elles viennent occuper ou aider à occuper un parc, évidemment, là, elles sont dans un comportement qui ne relève pas de la légalité. Et c'est la raison pour laquelle, quand le camp est évacué, eh bien les tentes qui occupent de façon illégale le parc sont à ce moment-là évacuées en lien avec la police municipale. Le côté sisyphien du travail en matière d'ordre public, malheureusement, c'est le quotidien, évidemment, des forces de sécurité. Là, on sait que, malheureusement, il y a dans la nature humaine le meilleur comme le pire, mais je pense que si nous sommes engagés, moi et mes collègues au sein des services de l'État ou de la police municipale, vous, en tant qu'élus, collectivement, c'est parce que vous pensez qu'on peut agir et qu'on peut aussi accompagner, améliorer les choses. C'est le sens, je pense, de nos engagements les uns et les autres. Et c'est pour cela que je pense qu'il faut poursuivre dans le sens que nous... poursuivre dans le sens qui est initié. Sur la question de Monsieur Rommel, Madame Rommel, pardon, excusez-moi, c'était la place d'Erlon, pardon, la mendicité, excusez-moi. Sur la mendicité, c'est un sujet complexe parce que, évidemment, là aussi, il y a le principe de la liberté d'aller et venir et le fait que la mendicité aujourd'hui n'est plus un délit. En même temps, ce n'est pas non plus un droit, il n'y a pas un droit à la mendicité. Donc il faut trouver le bon curseur. Je ne vais pas faire un développement, un exposé de droit administratif. Il y a toute une jurisprudence assez abondante qui donne le champ des possibles sur la restriction qui permet de lutter contre l'occupation illicite de l'espace public, le risque que fait courir la divagation de chiens agressifs et les bornes qui sont possibles de poser dans le cadre du droit. Sur la question de Monsieur Vattier, évidemment, sur la mise en œuvre de malus, je pense que la convention qui a été signée et auquel on faisait référence est un point évidemment important dans le partenariat. C'est évidemment un outil tout à fait nouveau qui n'existait pas jusqu'ici sur ce territoire. Je pense qu'il faudra en dresser le bilan au moment où on fêtera le premier anniversaire de sa mise en œuvre. Et là, je laisserai évidemment Monsieur le procureur éventuellement compléter, puisqu'il soulignait, il est aussi co-signataire de cette convention et il est évidemment un acteur aussi de sa mise en œuvre. Et puis il y avait une dernière question qui était sur les enseignants. Évidemment, c'est un point important. Je veux évoquer le besoin de sécuriser les écoles. Je le disais tout à l'heure, c'est une attention. Il y a des correspondants au sein de la police nationale qui sont au contact régulier des chefs d'établissement pour assurer cette sécurité aux abords de l'école, pour éviter qu'il y ait des bagarres entre bandes, telles que celles décrites par Monsieur le procureur, et puis tout un travail de prévention, aussi bien sur l'enjeu de la sécurité routière, mais aussi des stupéfiants et de tous les comportements à risque qu'il est important aussi d'aborder au sein de l'école. Voilà en quelques mots ce que je pouvais répondre par rapport à vos questions. Monsieur le procureur. Quelques réponses brèves. Il y a une question qui a été posée sur le nombre de décisions rendues. Donc, je vais vous les donner, comme ça, vous aurez les chiffres précis. 1379 jugements pour 3316 mises en cause. On va dire que 3300, grosso modo, personnes ont été condamnées
correctionnels, donc pour les délits uniquement, hein, je précise. Il a été dit également que les délais pour être jugé pouvaient être longs. Je ne suis pas tout à fait d'accord, en tout cas, toute chose étant égale par ailleurs. Si vous passez en comparution immédiate, vous allez être jugé entre 2 jours et 2 mois après la commission des faits. Si vous passez en audience collégiale, c'est-à-dire par exemple pour des trafics de stupéfiants mais sans être incarcéré, vous passerez dans les 4 mois, ce qui me paraît tout à fait raisonnable. En juge unique, pour les infractions les moins graves, les vols, les conduites à l'état alcoolique, ça va être un délai de 8 mois. Les alternatives aux poursuites, c'est 2 mois. Et les plaidés coupables, comme on les appelle, c'est 4 mois. Donc je pense que les délais me paraissent tout à fait raisonnables et même, mais là c'est le procureur d'expérience qui parle, plutôt exceptionnel dans notre milieu. Donc ça peut rassurer tout le monde. Voilà, je dis, ça va vite et c'est efficace. La convention de tranquillité publique, j'ai déjà dit ce qu'il y avait à en dire. Je pense qu'elle est très efficace justement pour que les bailleurs sociaux puissent mettre en œuvre toutes les conditions juridiques pour pouvoir expulser d'éventuels fauteurs de troubles. Étant précisé quand même, je le rappelle parce qu'on doit le rappeler, c'est des subtilités juridiques que tout le monde ne maîtrise pas forcément. Si une décision a été frappée d'appel, nous ne communiquerons pas, ça va de soi, parce que la décision n'est pas définitive. De même, si aucune décision n'a encore été prise, on ne va pas communiquer. Ça s'appelle la présomption d'innocence et on a en plus un impératif judiciaire, c'est-à-dire qu'on ne va pas commencer à envoyer des procès-verbaux d'enquêtes qui ne sont pas terminés aux bailleurs sociaux. Voilà, je le précise. Donc ça s'applique pour les gens qui ont été condamnés définitivement. Mais ça marche très bien. J'ai encore envoyé des procès-verbaux de surveillance, d'interpellation pour des personnes qui avaient été condamnées par le tribunal correctionnel pour trafic de stupéfiants. Donc la condamnation a eu lieu, elle est définitive, c'est terminé. Donc ça franchement, ça marche très bien. Les bailleurs sociaux s'en sont vraiment bien emparés. Un mot sur les enseignants. On est toujours extrêmement réactif sur toutes les violences pour être commises dans les établissements scolaires. Alors, évidemment, les violences significatives font l'objet d'un traitement particulier. Moi, je prends toujours le soin, quand ce sont des violences graves, de prévenir le recteur, notamment pour qu'il puisse communiquer à la communauté éducative les sanctions qui ont été prononcées, les décisions qui ont été prises. Je crois que c'est important, même si parfois ça peut être décevant, même si voilà. Mais bon, ça c'est le droit. On reste toujours dans le droit et dans les limites du droit. Donc, je pense que le dialogue, il est quand même constructif de ce point de vue-là. Puis on a des palettes de sanctions pour les mineurs qui sont quand même assez relativement larges, entre le centre éducatif fermé, le centre éducatif renforcé, la détention parfois, parce qu'il ne faut pas avoir peur de le dire, parfois la détention se justifie, y compris pour des mineurs, si on est dans une condition légale. Moi, personnellement, ça ne me fait pas peur. Il y a un moment, il faut que ça tombe. Je veux dire, c'est comme ça. Si c'est suffisamment grave. Un dernier mot, alors, sur... Je ne sais pas comment on dit, les gens du voyage, mais j'ai cru comprendre qu'on les appelait plutôt les citoyens en situation d'itinérance ou quelque chose comme cela. Voilà. Donc je me méfie, politiquement correct, je préfère faire attention. Alors ils ne sont pas très itinérants sur Reims, c'est ce qui m'a semblé. Puisqu'en gros, d'après ce que j'ai vu, d'après ce qui m'a été expliqué, ils sont chassés et ils font le tour de Reims pour revenir finalement au point de départ. C'est un problème très complexe administratif d'abord, évidemment. Moi, je n'en suis pas, je ne peux pas me substituer au droit administratif. C'est un problème également très complexe. Ce sont des populations d'abord parfois un peu ombrageuses. Les interventions, on ne peut pas les faire non plus dans n'importe quelle condition. Avec des personnes qui sont compliquées à identifier. On a un problème d'urbanisme justement sur des constructions illégales. Et le problème, c'est d'identifier en fait les propriétaires de ces fameuses caravanes qui restent posées ou ces cabanons qui sont posés. Et on n'arrive pas à les identifier. Et pour pouvoir condamner quelqu'un, il faut pouvoir l'identifier. On ne peut pas condamner la collectivité. Donc ça pose également un problème mais qu'on retrouve partout, je vous rassure, dans quelques ressorts que j'ai pu rencontrer, même si encore une fois la particularité rémoise, il faut bien qu'il y en ait, c'est qu'il tourne autour de la ville littéralement, il ne la quitte pas, ce qui est flatteur j'imagine pour Reims, mais en tout cas ils veulent pas s'éloigner. Voilà, j'ai peut-être oublié des questions, je suis désolé, je vais essayer d'être exhaustif. Et pour terminer, Monsieur Roche, sur la question de la mendicité. Oui, monsieur le maire, donc sur cette question, donc on a effectivement constaté une augmentation du phénomène depuis quelque temps, et notamment sur la place d'Erlon et sur la rue de Vesle. Actuellement, ce que nous menons, c'est une présence quasi permanente de nos équipes sur le territoire. Je rappelle que depuis le début du mois, place d'Erlon, nous avons interpellé 19 personnes placées en ivresse publique manifeste.
suite à nos contrôles. Nous travaillons également pour une édiction rapide d'un renforcement de nos outils réglementaires qui nous permettront d'être encore plus efficaces et de pouvoir aborder tout à fait légalement également les personnes qui squattent la voie publique et qui créent cette insécurité, ce sentiment de tension sur les espaces publics. Donc un travail quotidien de nos équipes, de jour comme de nuit, sur cette problématique. Oui, monsieur le procureur. Oui, et simplement un mot. Alors, la mendicité ne me concerne pas directement. C'est juste parce que je profite de ce que la représentation nationale est également là. En Belgique, il existe un système qui permet à un commissaire de police de placer en rétention, c'est une rétention pendant 12 heures, je crois, une personne pour simple trouble à l'ordre public. Pourquoi pas, ça peut être parfois une solution. Je ne pense pas que la Belgique soit une dictature abominable. Donc ce qui fonctionne ailleurs peut peut-être fonctionner. Et c'est utilisé très largement avec des droits, bien entendu, il n'y a pas de difficulté. Je lançais le message. Merci, je ne doute pas que nos parlementaires ici présents ont noté votre remarque. Voilà, en tout cas, je crois qu'on peut remercier nos invités. C'est un exercice de transparence qui invite à la plus grande humilité. Et ce constat, ou ces constats en tout cas, n'altèrent pas notre détermination à combattre l'ensemble des actes de délinquance. Et pour conclure, monsieur le préfet, c'est pour l'ensemble des élus ici présents, en tout cas l'occasion de remercier les femmes et les hommes des forces de sécurité qui œuvrent avec détermination et courage chaque jour pour assurer la sécurité de l'ensemble de nos concitoyens. Je crois qu'on peut conclure pour applaudir nos forces de l'ordre. Merci beaucoup.